L'équipe soviétique a démontré cet après-midi au stade de glace de Moscou qu'elle entend bien cette année reprendre le titre de championne du monde que lui avait ravi l'an passé la formation tchécoslovaque. Les Polonais en maillot blanc n'ont opposé qu'une faible résistance aux vice-champions du monde qui inscrivaient le premier but après 50 secondes de jeu. Les Polonais parvenaient néanmoins à égaliser au cours du premier tiers-temps à Liniki. Les 15 000 spectateurs soviétiques allaient ensuite voir leur équipe marquer de nombreux buts. Un tir d'Arlamov, 2-1. Deuxième tiers-temps, les automatismes des attaquants soviétiques sont parfaits. 3-1. Les vice-champions du monde allaient obtenir leur quatrième but 2 minutes plus tard par Anizin qui portait le score à 4-1. Les Polonais ne se décourageaient pas et parvenaient, cette action, à tromper le gardien Tretiak et porter ainsi le score à 4-2. Ce n'était pas fini, les Soviétiques devaient encore marquer 5 buts et remporter la victoire par 9-3. Loujniki à Moscou, où nous allons suivre la dernière partie, le dernier tiers-temps du match qui oppose la Pologne en blanc à gauche, les culottes rouges, à l'URSS tout en rouge. Les Soviétiques, après 40 minutes de jeu, mènent par 6-2. Oui, il n'y a que 4 buts d'écart, les Polonais se sont magnifiquement bien défendus au cours de ces deux premières périodes. Et les Soviétiques qui jouent actuellement avec 2 joueurs en prison, et qui jouent donc à 3 contre 5, vont peut-être avoir quelques difficultés pendant 2 minutes à peu près. Le public siffle, non pas l'arbitre, non pas une décision de l'arbitre. Ici, on ne siffle que très rarement les arbitres. Les décisions de ceux-ci, on les respecte parfaitement, mais plutôt les accrochages qui se produisent entre les joueurs. Et il y en a eu pas mal, il faut le dire, au cours de cette rencontre, mais sans que jamais cela ne dégénère. Tretiak est dans les buts soviétiques. En défense, il y a Ragulin, que vous avez vu donner un coup d'épaule. Et chez les Polonais, on va tout faire pour essayer de réduire la marque et pour réaliser un score honorable, alors que les Soviétiques se retrouvent maintenant à 4 contre 5. C'est déjà une petite occasion de manquer pour les Polonais, alors qu'il n'y a plus que 49 secondes de prison aussi pour le dernier joueur soviétique qui se trouve en dehors de la patinoire. Et s'il n'y a pas beaucoup de passion en ce début de troisième tiers-temps, c'est tout simplement parce que le public sait s'assurer de la victoire, même si l'écart n'est pas aussi impressionnant qu'on aurait pu l'attendre, puisque les Polonais avaient très mal commencé ce tournoi en étant battus par les Tchécoslovaques, puis par les Suédois 11-2. Les arbitres sont un Tchécoslovaque, M. Bata, et un Finlandais, M. Isotalo. Les Tchécoslovaques, juste avant cette rencontre, ont réussi à triompher difficilement des Allemands de l'Ouest par 4-2. Ce tir de très loin qui était adressé par Potts, jeune joueur polonais, n'a pas trompé l'excellent gardien soviétique Tretiak, un jeune gardien de 21 ans, alors que Mikhailov, le capitaine de a conservé le palais pendant quelques instants et a permis à son équipe de se retrouver maintenant à 5 sur la glace. Dégagement interdit. On se retrouve dans la zone de défense polonaise. Avec côté polonais, les 6 joueurs, le gardien c'est Kozil, Kopczynski et Potts sont les arrières. Et les attaquants, Seya, Bieliniki et Jaskierski. Et pour les soviétiques, il y a le 22 Anizin, qui va engager maintenant alors qu'il y a un changement de joueur contre Chovanec. Avec Bodunov à sa gauche, qui va peut-être récupérer le palais. Non, c'est pas pour ça. C'est plutôt Volchkov sur la droite qui a failli le récupérer lui aussi. Lutchenko en défense.
Volchkov, un jeune joueur qui fait ses débuts en équipe nationale, mais regardez quelle puissance, quelle force, quelle rapidité, quel changement de rythme surtout, c'est ce qui est important chez un joueur de hockey. Et Volchkov va être la révélation de ce tournoi mondial. Il a pris la place d'ailleurs au dernier moment du fameux Vikulov, qui était l'un des meilleurs marqueurs aussi bien de son équipe, le club de l'Armée Rouge, que de la formation nationale soviétique depuis 2 ou 3 ans. Et Volchkov lui a été préféré par les sélectionneurs qui ont semble-t-il eu raison, car vraiment il fait un début de tournoi époustouflant. Il réussit de très très belles choses. Il sait même orienter le jeu. Tsigankov. Volchkov en avant. Anizin. Bodunov. Et une faute est sifflée contre le Polonais Szczepaniec. Il va se retrouver en prison pour 2 minutes. Il se demande pourquoi. Et ce sont maintenant les Soviétiques qui sont 5, alors que les Polonais ne sont plus que 4. Il ne fallait pas donner de coup de coude, monsieur Szczepaniec. Yakuchev tout seul a manqué cette reprise. Il était pourtant bien placé, bien embusqué. Martiniuk. Yakuchev, cette fois, ce n'est pas manqué. Vous voyez comme le but est facile à marquer pour une attaque soviétique qui se retrouve, pour une équipe soviétique qui se retrouve à 5 contre 4. Après 4 minutes de jeu dans cette 3e période, la marque passe à 7-2. Et c'est Shadrin qui va engager. Sur une passe de Maltsev. C'est bien sûr de Shadrin. Ah oui, Shadrin et Maltsev, les deux sont considérés comme assistants. Et voici Shadrin encore tout seul qui marque. Le festival continue. Maltsev, son entrée d'ailleurs dans la formation soviétique, car dans les 2 premiers tiers-temps, c'était Martiniuk qui avait joué aux côtés de Yakuchev et Shadrin. Et bien maintenant, après 4 minutes et 28 secondes, c'est Shadrin qui marque cette fois sur une passe de Yakuchev. Les deux équipes sont bien sûr à 5 contre 5, puisque quand un but est marqué, le joueur qui était en prison revient sur la glace. Mais les Polonais qui se sont vaillamment défendus pendant 40 minutes risquent de s'écrouler sur la fin. Et regardez encore cette descente de Mikhailov, le capitaine de l'équipe soviétique. Le but est entré tout seul, je ne sais pas comment il est passé entre les jambes de Kozil. On va revoir cette action au ralenti, j'espère. Regardez Mikhailov, le voici qui part. Il était plus rapide que son adversaire au démarrage. Et comment va-t-il faire pour tromper Kozil? C'est ce que nous allons revoir au ralenti. Le ralenti est vraiment nécessaire. Ah mais je ne sais vraiment pas. Kozil a laissé passer vraiment le palais entre ses jambes. Après 4 minutes 50 de jeu dans la 2e période, on donne une assist à Petrov. Oui, si l'on veut. L'action était partie de très loin. Petrov qui a encore le palais maintenant. Ah, Kharlamov qui a raté cette reprise. Nous allons sans doute voir pas mal de buts maintenant. Je vous répète que les Polonais avaient encaissé 14 buts contre les Tchécoslovaques, 11 contre les Suédois. Et ils risquent bien d'en encaisser quelques-uns de plus contre ces mêmes Soviétiques qui ont fait un début de tournoi fracassant. Regardez Kharlamov qui s'empêtre un petit peu, mais qui va réussir à trouver... Ah non, il n'a pas réussi à trouver Maltsev. C'est vraiment étonnant. Ah, pourtant,
derrière le but. Voici encore un tir. On en attend maintenant sous tous les angles des buts. Ça part de tous les côtés. Goussev a tenté sa chance de loin. Il faut retourner cette fois de l'autre côté de la ligne rouge, car le jeu est retourné dans le camp soviétique. Kharlamov. Il y a quelques changements dans les lignes, puisque Mikhailov a été remplacé par Maltsev pendant un certain temps. Maltsev, le voici, numéro 10, alors que le 16 est Petrov. Et que ce Polonais s'appelle Kopczynski. Il se retrouve d'ailleurs en prison avec Maltsev. Les joueurs se sont accrochés. À 4 contre 4 sur la glace. Avec Anizin, Bodunov en attaque pour les soviétiques, Maltsev en prison. Bodunov, un joueur des ailes des soviets, un club de Moscou. Lutchenko derrière lui à Bodunov, à la limite de la ligne bleue. Sigankov qui possède l'un des slaps les plus terribles a tenté sa chance sans résultat. Les soviétiques, je vous le rappelle, ont été 11 fois champions du monde depuis 1954, depuis qu'ils participent aux compétitions mondiales. Et d'ailleurs, ils ont remporté leur premier titre en 1954, alors qu'ils faisaient leur début sur la scène internationale. Ils ont gagné ensuite en 56, et puis sans interruption de 63 à 72. Ils ont remporté alors tous les championnats du monde et tous les titres olympiques, jusqu'à Sapporo. Et aux championnats du monde qui se sont déroulés à Prague, quelques semaines après Sapporo, quelques jours après Sapporo même, ils se sont inclinés pour la première fois depuis 10 ans, donc, contre les Tchécoslovaques. Ils se sont inclinés sur l'ensemble du tournoi. Vous savez qu'en effet, à l'occasion de rencontres contre les Tchécoslovaques, ils avaient déjà été battus, en particulier en 1969 et 71. Mais les Tchécoslovaques avaient réussi par ailleurs certaines contre-performances contre les États-Unis ou les Suédois, qui ne leur avaient pas permis de remporter le titre mondial, au classement général du tournoi. Un tournoi qui ne comprend que 6 équipes européennes cette année, puisque les États-Unis figurent dans le groupe B du championnat du monde, et que les Canadiens, vous savez, avec leurs joueurs professionnels, ne possèdent pas une équipe amateur suffisamment représentative pour affronter les amateurs que nous suivons en ce moment. Et les Canadiens préfèrent depuis Grenoble ne plus participer aux compétitions mondiales. Maltsev est prêt à sortir de prison, tout comme Kopczynski. Et c'est Tokarczuk qui engage contre Yakushev. Ça y est, les 5 joueurs sont revenus sur la glace. Dégagement interdit. On retourne de l'autre côté de la patinoire. Icing, Probroshaibo. Vous allez commencer à connaître le vocabulaire du hockey sur glace et apprendre en même temps quelques mots de russe. Il y a 15 000 spectateurs à peu près dans ce palais des sports. Et Leonid Brejnev avait honoré de sa personne la première rencontre du tournoi mondial samedi dernier. Il est vrai que le hockey sur glace est, paraît-il, son sport préféré, comme il est d'ailleurs le sport préféré des moscovites. Maltsev était bien placé pourtant, et sur ce tir de loin de Palachev, Kozil a encore été inquiété. Regardez ce numéro 5, on l'a aperçu un tout petit instant seulement, Ragulin. C'est lui encore qui va reprendre le palais maintenant. Ragulin, c'est le vétéran de cette équipe soviétique, 32 ans, 1m87, 100 kg. C'est un solide défenseur, oui, que l'on ne passe pas.
Et ce monsieur, eh bien c'est Yakouchev, qui fait son petit numéro lui aussi. Il se dit qu'après tout, il n'y a pas que Mikhailov qui s'est s'infiltrer au milieu d'une défense adverse, mais il a voulu trop en faire. Il a été gêné en fait par Maltsev. Maltsev à son tour, le voici. Derrière la cage, Yakouchev, Maltsev, qui va passer à Chodrin peut-être. Pour l'Union soviétique. Les soviétiques avaient ouvert la marque au bout de 50 secondes par Petrov. Les Polonais ont égalisé 18 minutes plus tard, oui, pendant tout un tiers-temps. Le résultat a été très serré. Et les soviétiques ont repris l'avantage aussitôt après, alors que les Polonais n'étaient que 3. Quand je dis 3, je ne tiens bien sûr pas compte du gardien de but qui lui reste toujours dans sa cage, sauf en des circonstances bien précises. C'est trop difficile à expliquer à ceux qui ne connaissent pas toutes les finesses du règlement du hockey sur glace. Le 17, c'est Kharlamov, celui que les soviétiques considèrent comme le meilleur hockeyeur soviétique, et ils disent même le meilleur hockeyeur mondial. Et ils connaissent bien les Canadiens, affronter et même de les battre chez eux, les professionnels canadiens, au mois d'août dernier. Il est vrai que les Canadiens ensuite, après avoir trouvé leur homogénéité, les All-Stars étaient venus en Europe et avaient pris sa revanche. 10 minutes de jeu dans cette troisième période, on change de côté. C'est 20 minutes de jeu effectif dans un match de hockey. Les Soviétiques vont maintenant se retrouver à gauche avec Tretiak, leur excellent gardien de but, qui a 21 ans tout juste, qui appartient au club de l'Armée Rouge et dont la mère jouait au hockey. Tretiak, c'est lui qui a succédé au fameux Konovalenko. Les Grenoblois se souviennent. Konovalenko, qui avait été l'une des vedettes de la formation soviétique pendant 7 ou 8 ans. Je pensais bien que sur cet engagement, les trois vedettes, Petrov, Mikhailov et Kharlamov, allaient se décider à marquer un nouveau but, mais il n'en a rien été. Petrov, qui passe en avant à Goussev. Goussev, un arrière offensif, et aussitôt, comme ce jeu est très bien articulé, comme tous ces joueurs appartiennent au même club, à l'exception de Vassiliev, numéro 6, et bien dès qu'un défenseur se mue en attaquant, il y a un attaquant qui se poste en... Le hockey, c'est tout simple quand c'est pratiqué par des garçons qui patinent vite, qui ont le sens du jeu collectif, qui ne les empêche pas d'ailleurs de réussir des exploits individuels, mais qui ont des automatismes certains, pour la bonne raison qu'ils jouent depuis de nombreuses années ensemble. Petrov sur la gauche vers Mikhailov, c'est manqué de fort peu. Kharlamov va réussir à le reprendre, non. C'est Kozil finalement qui a réussi à l'intercepter. Et Bialiniki se demande encore comment il a pu faire, alors que ça chauffait vraiment. Voici exactement, il s'est couché dessus. À le ralenti, vraiment très utile dans les matchs de hockey sur glace. On découvre après coup comment les choses se sont passées, car le palais va tellement vite, parfois sur un slap il peut être envoyé à plus de 100 km à l'heure. Le palais va tellement vite qu'on a besoin de redécomposer pour voir exactement comment il s'est déroulé, un peu comme dans une rencontre d'escrime. La passe d'Anizine était destinée à Bodunov, qui était trop en retrait. Tokarch. Ah, c'était dangereux de loin. Il ne reste plus que 8 minutes à jouer dans cette troisième période et l'URSS mène contre la Pologne par 9 buts à 2. Les Polonais se sont parfaitement bien défendus dans les deux premières périodes. Ils étaient menés 2-1 à l'issue de la première période, 6-2
4-2 dans la deuxième, puis 5. Et là, dans la troisième période, ils viennent d'encaisser 3 buts par Yakushev, Chadrin et Mikhailov. Et de toute façon, ils réalisent leur meilleur match depuis le début du tournoi. Anisin engage contre Jaskerski. Volchkov, Tsigankov, Volchkov, Tsigankov, deux soviétiques. Et vous voyez que les Polonais, sur leurs adversaires, les bloquent contre la balustrade. Et c'est Anisin de loin qui n'a pas réussi à surprendre Kozil. Luchenko. C'est le coach de l'équipe polonaise. Ce n'est pas un Polonais, c'est un Soviétique. Il s'appelle Egorov. Anatoly. Et il peut être satisfait de ses joueurs aujourd'hui, même s'ils ont encaissé 9 buts jusqu'à présent. Ils ont fait une prestation. Il est vrai que les Soviétiques ne nous font pas aussi bonne impression que pour la Finlande, par exemple. Et ce n'est pas un match qui déchaîne l'enthousiasme du public.